Pourquoi Cuba semble-t-il aujourd'hui s'effondrer, sans que personne n'en parle vraiment? Dans certains quartiers de la Havane, le décor parle de lui-même. Les bâtiments sont en mauvais état, les murs sont fissurés, les balcons fragiles, et certaines structures peuvent céder sans prévenir. Ce ne sont pas des cas isolés, mais une réalité visible dans de nombreuses rues. Des habitants continuent pourtant d'y vivre, parfois à plusieurs dans un même espace, malgré les risques. Les dégradations s'accumulent avec le temps, et les signes de fragilité deviennent de plus en plus évidents. À certains endroits, le simple fait de rester chez soi devient une prise de risque. Des bâtiments anciens existent partout dans le monde. Dans des pays comme la France, ils sont restaurés et entretenus. Ici, la différence est visible. Ce que l'on observe dépasse simplement la question de l'âge des constructions. Cela montre qu'on ne peut pas cacher indéfiniment la réalité. Dans ce documentaire, on va observer ces lieux, comprendre comment les habitants vivent dans ces conditions, et voir si ces signes visibles suffisent à expliquer pourquoi Cuba donne aujourd'hui l'impression de s'effondrer. À La Havane, ce qu'on voit de l'extérieur ne révèle qu'une fraction de la réalité. En s'approchant des immeubles, les détails frappent. Les murs sont éventrés de fissures profondes, les balcons se maintiennent parfois grâce à des étais de fortune, et des structures entières semblent avoir épuisé leur résistance face aux décennies d'abandon. Chaque année, environ 1000 bâtiments s'effondrent à La Havane. Pas chaque décennie, chaque année. En novembre 2024, pendant le passage de l'ouragan Raphaël, plus de 460 effondrements partiels ou totaux ont été recensés en une seule nuit dans la capitale. Des familles piégées sous les décombres criaient dans l'obscurité totale, en pleine coupure de courant généralisé. En octobre 2023, 3 personnes ont trouvé la mort dans la chute d'un immeuble du centre historique, dont 2 pompiers venus porter secours aux résidents. À l'intérieur de ces logements, les plafonds lâchent par blocs. Des fragments de béton tombent directement là où les gens dorment, mangent, respirent. Des immeubles occupés depuis des décennies sans jamais avoir été rénovés. Du bois pourri, des installations électriques défaillantes, de l'humidité infiltrée partout. Et quand des réparations ont lieu, elles se font à la va-vite, quelques sacs de ciment, des tôles récupérées, du fil de fer, en attendant que la prochaine dégradation reprenne tout à zéro. Les chiffres officiels cubains admettent que 35% du parc immobilier national est en mauvais ou très mauvais état. Des rapports indépendants estiment ce pourcentage encore plus élevé. Le déficit de logement dépasse les 929 000 unités à l'échelle du pays. En 2024, Cuba n'a produit que 258 000 tonnes de ciment, soit 10% de ses capacités installées. Son plan national de construction n'a atteint que 22% de ses objectifs en 2025. Il manque de l'argent, des matériaux, de la volonté politique. Malgré ça, des familles entières continuent d'y vivre. Pas parce qu'elles ignorent le danger, elles le connaissent parfaitement. Mais parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Alors la vie continue, dans des bâtiments que tout le monde s'est condamné, et que personne ne répare. Ce n'est pas une vétusté ordinaire. Quand les habitations font des victimes, quand dormir chez soi est devenu un pari quotidien, c'est que quelque chose de profondément grave s'est cassé depuis longtemps. Ces immeubles fragilisés ne sont pas seulement abîmés, ils débordent. Dans de nombreux appartements, plusieurs générations s'entassent sous le même toit. 6, 7, parfois 8 personnes dans un espace conçu pour une famille de 3. Les pièces sont redistribuées à la limite du possible. Un couloir devient chambre à coucher, un salon se transforme en dortoir. Certains dorment par roulement, d'autres partagent un lit. Chaque centimètre carré est négocié. Cette promiscuité s'empile sur des structures déjà éprouvées. Un plafond fissuré qui supporte 10 personnes tient encore moins bien que s'il n'en supportait que 2. Les tensions du quotidien, bruit, chaleur, absence totale d'intimité, passent au second plan face à une nécessité plus crue, avoir un toit, quel qu'il soit. Dans certains cas, des pièces partiellement endommagées restent en service. Un mur manquant, un plancher instable, une zone condamnée qu'on contourne chaque jour comme si c'était normal. Les résidents font avec, parce que l'alternative, la rue, ou des centres d'hébergement d'État souvent dans un état encore pire, n'est pas vraiment une échappatoire. Ce qu'on voit ici, c'est une population qui survit dans un cadre que la plupart des pays du monde qualifieraient d'invivable non pas par choix, mais parce que le système n'offre rien d'autre. Et chaque semaine qui passe, la marge se resserre un peu plus. Mais les murs qui s'effritent ne sont que le début. L'eau, l'un des besoins les plus fondamentaux qui soit, est devenue une ressource aléatoire.
Des habitants témoignent de 15 à 20 jours consécutifs sans eau courante. Et comme vous le constatez, ce n'est pas quelques heures, mais des semaines entières. Certains parcourent à pied 1 kilomètre sous 35 degrés en poussant une brouette chargée de bidons. D'autres attendent qu'un voisin ou un ami leur en apporte. Une femme de 49 ans dans le quartier de la Lisa raconte avoir reçu 2 réservoirs de 200 litres acheminés par chariot à cheval et calculé que ça lui durera 2 jours pour sa famille de 9 personnes. Le réseau hydrique est dans un état catastrophique. Jusqu'à 70% de l'eau pompée se perd avant d'arriver à destination, engloutie par des canalisations rouillées et percées depuis des décennies. On pompe, mais l'eau disparaît en chemin. Les sanitaires cassés, les évacuations bouchées, les remontées d'eaux usées dans les espaces de vie, tout ça se superpose. Avec la chaleur tropicale et l'humidité permanente, les moustiques prolifèrent et les maladies vectorielles progressent. Les habitants encaissent, sans filet, sans assistance réelle, en bricolant des solutions qui ne durent jamais. On ne parle plus de confort ici. On parle d'une violation des droits les plus élémentaires. Et sur ce terrain-là, l'État cubain a clairement abandonné sa part du contrat. Cuba importe 70% de la nourriture qu'elle consomme. Un pays qui dépend des marchés étrangers pour nourrir sa population ne maîtrise pas grand-chose de sa propre sécurité alimentaire. Et quand les devises se font rares, les importations chutent et les rayons se vident. Résultat, 7 Cubains sur 10 sautent régulièrement au moins un repas par jour, non par régime, mais faute de quoi manger ou de quoi payer. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce chiffre grimpe à 8 sur 10. Le riz, les haricots noirs, et dans les bons jours un peu d'œuf. La diversité alimentaire est devenue un privilège réservé à ceux qui ont accès au dollar. La Libreta, ce carnet de rationnement instauré en 1963, existe encore. Mais les rations distribuées couvrent au mieux une semaine sur 4. Le reste, il faut le dénicher ailleurs, à des tarifs que les salaires ne permettent pas d'absorber. En 2023, 1 kilo de lait en poudre représentait environ la moitié d'une paie mensuelle. Dans les foyers, on rationne, on décale, on sacrifie. Les parents mangent moins pour que les enfants aient leur part. Les portions rétrécissent à mesure que la semaine avance. Ce n'est plus de l'organisation, c'est de la survie arithmétique, calculée repas par repas. Il y a des choses que les guides touristiques ne mentionneront jamais. Dans les zones fréquentées par les visiteurs étrangers, une économie parallèle gravite autour du tourisme. Elle inclut des services informels, de la vente non déclarée, mais aussi des échanges plus intimes que personne ne met en avant. Certaines femmes, jeunes pour la plupart, s'orientent vers des transactions avec des étrangers pour couvrir des dépenses basiques. Un dîner, un peu d'argent, parfois davantage. En soirée, dans certains secteurs de la ville, ce phénomène devient moins discret. Ce n'est pas un secret local, c'est une conséquence documentée d'un système qui a fermé presque toutes les autres portes. Ce mécanisme, désigné à Cuba sous le terme de gineterismo, n'est pas récent. Mais il s'est amplifié avec la crise économique. Quand un salaire ne permet pas de se nourrir, quand l'État ne garantit rien, certains mobilisent ce qu'ils ont pour obtenir ce qui manque. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est ce qu'il reste quand toutes les options ont été épuisées une à une. Ce que cette situation expose, c'est l'étendue du gouffre entre la vie des touristes qui séjournent dans des hôtels flambants neufs construits pendant que les immeubles résidentiels s'effritent et celle des Cubains ordinaires, relégués à quelques rues de là dans un monde radicalement différent. Face à un État qui a déserté les services de base, les Havanais ont appris à se débrouiller entre eux. L'entraide n'est pas un simple trait de caractère cubain, c'est une stratégie de survie collective. Les voisins s'échangent de la nourriture, se prêtent de l'eau, partagent les tuyaux sur les arrivages ou les filières d'approvisionnement clandestines. L'économie informelle est omniprésente. Réparer une voiture, faire des dépannages chez les voisins, écouler des marchandises importées illégalement, tout ce qui peut rapporter quelque chose entre dans la danse. Cuba dispose même depuis 1981 d'une association officielle d'innovateurs et bricoleurs, l'ANIR, créée précisément pour institutionnaliser cette débrouillardise généralisée. Quand un gouvernement crée une organisation dédiée au rafistolage, c'est qu'il a renoncé à réparer vraiment. Dans les logements, on bricole à l'infini. Les installations électriques sont rebricolées, la plomberie improvisée, les toitures colmatées avec ce qu'on trouve. Rien ne dure vraiment, mais tout tient juste assez longtemps pour qu'on puisse passer à la prochaine réparation provisoire. Ce mode de fonctionnement repose entièrement sur l'adaptabilité. Non plus planifié à l'échelle de semaines ou de mois, mais improvisé heure par heure.
Et lorsque chaque journée s'organise autour d'une seule question, qu'est-ce qu'on arrive à trouver aujourd'hui? L'épuisement devient lui aussi une constante. Trouver des produits courants à Cuba est devenu un parcours du combattant entre plusieurs circuits défaillants qui coexistent sans vraiment se compléter. Il y a d'abord les bodegas, les épiceries d'État liées à la Libertad. Théoriquement ouvertes à tous. En pratique, les rayons sont souvent vides, les approvisionnements imprévisibles et les rations dérisoires. Ce qui était disponible hier peut avoir disparu ce matin, sans explication ni délai annoncé. Viennent ensuite les commerces en devises. Ces boutiques qui n'acceptent que les pesos convertibles ou les dollars, hors de portée pour une grande partie de la population dont les revenus sont en pesos ordinaires. En 2025, le taux de change sur le marché parallèle atteignait 387 pesos pour un dollar, contre 24 au taux officiel. Cet écart ne décrit pas simplement une complication administrative, il dessine deux Cuba dans un seul pays, ceux qui ont accès aux devises et ceux qui survivent avec une monnaie qui perd de la valeur chaque semaine. Et puis il y a le marché noir, la troisième option, souvent la seule fonctionnelle. Dans les rues, sur les trottoirs, au sein des réseaux de voisinage, des produits circulent hors de tout circuit officiel. Les prix y sont excessifs, mais au moins les marchandises existent. Aucun de ces trois systèmes ne garantit un accès stable. On navigue de l'un à l'autre selon l'opportunité du moment. Et quand il faut jongler entre plusieurs filières défaillantes simplement pour acheter du savon ou de la farine, c'est que le système de distribution a fondamentalement implosé. Avoir un emploi à Cuba ne protège plus de la misère. Le salaire mensuel moyen en 2024 tournait autour de 4000 pesos cubains, soit environ 13 € au taux de change en vigueur. 13 € pour un mois de travail à plein temps. Dans un pays où les produits se vendent en devises ou à des prix indexés sur le marché parallèle, ce montant ne couvre même pas les besoins nutritionnels d'une semaine. L'inflation cumulée depuis la réforme monétaire de 2021 a été vertigineuse. 152% cette année-là, 39% l'année suivante. Les prix ont décollé, les rémunérations sont restées au sol. Pour compenser, beaucoup cumulent 2 ou 3 activités. Petits travaux, contrats au noir ponctuels, revente de marchandises à la marge, tout ce qui peut renflouer un budget structurellement insuffisant. Et pour une portion importante de la population, la véritable bouée de sauvetage arrive de l'extérieur. Les remesas, ces virements envoyés par la diaspora cubaine établie à l'étranger. En 2023, ces transferts ont représenté près de 2 milliards de dollars, une perfusion de liquidités sans laquelle l'île s'effondrerait encore plus vite. Travailler dur et rester dans le dénuement, c'est une équation qui finit toujours par pousser les gens vers la sortie. Et c'est exactement ce qui se passe. À La Havane, une partie de la jeunesse grandit dans un environnement où les perspectives sont réduites. Entre des conditions de vie difficiles et peu d'opportunités, certains finissent par chercher des alternatives en dehors des voies classiques. Dans certains quartiers, cela passe par des activités illégales. Vols, petits délits, ou participation à des groupes informels qui contrôlent certains espaces. Ces situations ne concernent pas tous les jeunes, mais elles existent, et elles sont souvent liées au contexte dans lequel ils évoluent. Pour certains, ces choix ne sont pas perçus comme une option, mais comme une manière de s'en sortir. Lorsque les ressources sont limitées et que les opportunités restent rares, la frontière entre survie et illégalité devient plus floue. Ces groupes, parfois organisés, peuvent exercer une influence locale. Ils s'imposent dans certaines zones, créent leurs propres règles et attirent des jeunes qui cherchent une forme de stabilité ou de revenus, même temporaires. Mais ces chemins ont un coût. Ils exposent à des risques, renforcent l'instabilité et enferment souvent ceux qui y entrent dans un cycle difficile à quitter. Ce que l'on observe ici ne relève pas simplement de la délinquance. C'est une conséquence d'un environnement où certains repères disparaissent progressivement, et où, pour une partie de la jeunesse, les choix deviennent de plus en plus limités. Ce tableau ne concerne pas que les adultes. Les enfants grandissent au cœur de cette désintégration et apprennent à naviguer dans un environnement instable avant même de savoir lire. Dans les familles où les repas sont rationnés, les parents font passer les jeunes en premier. Mais les limites restent visibles. Une alimentation insuffisante ou peu diversifiée pendant les années de croissance laisse des traces sur le développement physique et cognitif, des séquelles silencieuses qui n'apparaissent pas sur les statistiques officielles. L'environnement dans lequel ces enfants grandissent, logement dégradé, coupure d'eau à répétition, panne d'électricité qui dure des heures,
parfois des jours, façonnent leur rapport au monde dès le départ. Ce qui constituerait une situation d'urgence ailleurs devient ici la normalité par défaut. Ils ne connaissent pas autre chose. Et quand ils grandissent, beaucoup veulent partir. 78% des Cubains, toutes tranches d'âge confondues, déclarent vouloir quitter le pays ou connaissent quelqu'un qui le souhaite. Depuis 2020, 2,75 millions de personnes sont parties, soit environ un quart de la population totale. Des quartiers entiers vieillissent sans jeunes. Le nombre de médecins généralistes a été presque divisé par 2. Des professions entières se vident de leur substance humaine. Ce qu'on observe ici, c'est une génération qui grandit avec la conviction que son pays ne peut pas lui offrir ce dont elle a besoin. Et cette conviction, une fois ancrée, est très difficile à effacer. À Cuba, la vie continue. Les rues restent animées, les gens trouvent des façons de tenir, et malgré tout, rien ne s'arrête complètement. Mais ce qu'on vient de voir n'est pas une série de problèmes séparés qu'on pourrait régler un par un. C'est un système qui se désintègre par couches. Des bâtiments qui s'effondrent. Une eau qui n'arrive plus, des repas sautés par contrainte. Des salaires qui ne valent rien et une jeunesse qui prépare ses valises. Tout ça ne se produit pas en parallèle par hasard, c'est le résultat logique de décennies de sous-investissement, de mauvaise gouvernance et d'un État qui a longtemps fait semblant que tout allait bien. Individuellement, chaque situation peut sembler surmontable. Mise bout à bout, elle dessine quelque chose d'irréversible. Pas un effondrement brutal, rien de spectaculaire à capter sur le vif. Plutôt une érosion lente, méthodique, qui ronge les structures, les ressources, la confiance et les individus eux-mêmes. Et lorsque plus d'1 million de personnes ont choisi de fuir une île en l'espace de quelques années, au péril de leur vie pour certains, c'est que ce qu'ils laissaient derrière eux leur semblait encore plus risqué que la traversée. Cuba ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'effrite. Et le monde, pendant ce temps, regarde ailleurs.